Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau long format Carrière consacré à la filmographie d'un cinéaste. Aujourd'hui, on décrypte les films de l'empereur du cool, de l'amoureux des ralentis, du pubard devenu l'un des réalisateurs les plus influents du blockbuster hollywoodien, du geek qui a donné vie à de nombreux comics et surtout du chouchou des studios Warner Bros qui lui ont confié la lourde tâche de concurrencer Marvel avec l'univers étendu de DC Comics et de ses super-héros. Je veux bien évidemment parler de l'américain Zack Snyder qui depuis l'Armée des morts en 2004 et surtout le Choc 300 en 2006 s'est imposé à Hollywood avec une patte visuelle reconnaissable et un univers dark singulier, ce qui lui vaut la qualification de cinéaste visionnaire sur les affiches de ses films carrément, et lui attire autant les foudres de ses détracteurs que les louanges de ses fans. Vous l'aurez compris, le cas Zack Snyder est complexe tant il divise les cinéphiles, et c'est d'ailleurs le cas de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. D'un côté, celui qui a plusieurs points communs avec Zack Snyder, d'abord celui d'aimer les comics et les héros d'ici, mais aussi et surtout d'aimer autant la guerre que les capes et les collants, autant les armes à feu et la NRA que les corps suintant la testostérone et les pectoraux vaillants, ceux qu'il range du côté des pour. Aujourd'hui, je veux bien entendu parler de Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Alex. Ça fait longtemps que t'es pas venu dans le saloon. Ça fait longtemps, je suis descendu de ma montagne. Bravo, on est très fiers et très content de te recevoir ici. De l'autre côté, pour t'affronter donc, celui qui déteste quand on recopie les cases d'une BD à l'écran, qui en a marre des ralentis abusifs, qui aimerait plus de couleurs dans tout cet univers so dark et so cool, et surtout qui, malgré son amour pour l'heroic fantasy, préférera toujours les pingouins aux chouettes, ce qu'il range du côté des contres aujourd'hui. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex, c'est parfaitement résumé. Je suis ravi d'être ici parce que jusqu'à maintenant, on a fait des longs formats consacrés qu'à des bons réalisateurs, donc je suis ravi qu'on donne enfin sa chance à d'autres artistes. C'est vrai que tu te réjouissais quand même de cette émission. Je trépignais. C'était ton idée d'ailleurs. Absolument, c'est moi qui ai insisté. Moi, je m'attendais à te voir quitter la table quand on a confondu pingouin et manchot. Je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, je vais être très tolérant aujourd'hui, c'est mon objectif. On va voir ça. Au milieu de vous deux, les gars, notre poète sensible qui n'est pas contre un peu de baston bas du front de temps en temps, d'autant plus si ce sont de jeunes filles en mini-jupe qui se fouettent sur la gueule avec des trolls. On aurait tendance, lui aussi, à le classer du côté des pour. Mais étant donné qu'à chaque épisode, il manie comme personne l'art du retourné de veste, tout est possible, mes amis. Avec lui, le seul et l'unique Florian Pouplin. Salut Flo. Salut Alex, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà. N'est-ce pas, et de me faire tailler un petit costume. Je vais peut-être passer au costume la prochaine fois. Merci. Alors on va décrypter ensemble, tous les quatre, la filmo de Zack Snyder en 8 coups, soit 8 films, et ça tombe bien puisqu'il en a réalisé 8. Avec cette question fil rouge, peut-on dire que Zack Snyder est un auteur? Si vous êtes prêts à vous insulter et vous bastonner pendant près de 3 heures, alors c'est parti. Fais pas chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Alors, si on s'intéresse aujourd'hui à Zack Snyder, c'est parce que 2021 lui donne une double actualité. Ça fait 2 raisons de parler de lui, ce qui n'est pas rien du coup, et ça ravit Thibaut. D'abord, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sa propre version de Justice League débarque en streaming sur HBO Max le 18 mars dans le monde entier. On ne l'a pas encore vu, donc on n'en parlera pas encore ici. Mais plus tard, dans un débat du Saloon, en revanche, on vous parlera bien de son film maudit fini à la pisse par Joss Whedon en fin d'émission. Deuxièmement, c'est parce que le 21 mai débarquera sur Netflix Army of the Dead, film de zombies qui fait suite à son tout premier film Dawn of the Dead. Mais comme dans chaque émission Carrière, avant d'analyser les films un à un, on pose les bases. Posons les bases tout de suite avec toi, Thomas Gerber, à savoir, c'est qui au fait Zack Snyder ? C'est qui Zack Snyder? C'est une vaste question. Thibaut, je sais que tu aurais adoré y répondre avec tout l'amour que tu lui portes. Moi, je ne pose que les contextes intéressants. C'est pour ça que je te laisse la main aujourd'hui. Mais figure-toi justement que je me suis dit comment poser les bases de Zack Snyder en essayant d'y apporter une sorte de crédit intellectuel. Alors vous allez me dire si j'y suis parvenu ou pas. Quoi qu'il en soit, Zack Snyder, il est né le 1er mars 1966 à Green Bay dans le Wisconsin. Mais il grandit en fait à Riverside, une toute petite ville de 8000 habitants dans le Connecticut, qui est un des plus petits États des États-Unis sur la côte Est. C'est le fils d'un chercheur de cadre, donc une sorte de chasseur de tête pour des entreprises, et puis surtout d'une mère qui est peintre et photographe. Et apparemment, c'est cette mère qui lui a transmis le goût de l'art. Exactement.
Mais avant d'en venir à sa carrière et à ses études, il me semble que c'est important et intéressant d'évoquer le contexte spirituel dans lequel il a grandi, parce que Zack Snyder a grandi dans un contexte spirituel un peu particulier et il ne s'en cache pas. Il a été élevé au sein d'une communauté, d'une église qui s'appelle la Science chrétienne, qui est fondée en 1866, le Moyen-Âge pour les Américains, par la théologienne Mary Baker Eddy, qui avait à l'époque annoncé avoir redécouvert les lois appliquées par Jésus dans la guérison des malades et dans la résolution des problèmes de la vie, en affirmant que ces lois étaient désormais tout à fait scientifiquement démontrables au milieu du 19e siècle. Donc, c'est une église qui existe encore aujourd'hui et il s'agit pour cette religion de se donner une dimension pratique, étant donné qu'elle permettrait l'application de lois divines absolument démontrables. Et le but de la science chrétienne, c'est, si on fouille un peu sur Internet, on trouve ça assez facilement, je cite, « le salut total de l'humanité, soit sa délivrance de tous les aspects du mal et de tout ce qui dénie la perfection de Dieu, c'est-à-dire le péché, la maladie, le chagrin, l'ignorance, etc. » Donc pour toi, c'est ça ça a influencé Zack Snyder. Ça a influencé Zack Snyder, c'est clair, parce que d'ailleurs lui, quand il était enfant, il a fait partie de cette communauté de manière assez active, étant donné qu'il allait plusieurs étés de suite dans un programme qui s'appelle le Owatonna Programs, des camps d'été pour jeunes de la science chrétienne dans le Maine. Et puis aujourd'hui, il parle quand même encore souvent de la science chrétienne dans des interviews et il explique qu'un des nombreux aspects de ce qu'il appelle cette métaphysique ou de cette croyance, c'est de considérer que le monde physique n'est pas réel et qu'il n'est qu'une partie d'un voyage vers la transcendance d'une vie christique. C'est des choses qu'on va retrouver quand même dans certains de ses films. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Alors ensuite, Snyder, il grandit dans ce contexte-là, il va faire des études. Après l'école obligatoire, il part à Londres, il part étudier les beaux-arts pendant une année, en même temps qu'il commence à réaliser des films ou des clips. Ensuite, il retourne aux États-Unis. Une année après, il va étudier le design à Pasadena, où il va obtenir un Bachelor of Fine Arts. Vous allez me dire si son art est fin, maître Ducret. Donc, il obtient ce bachelor en 1989 et il va se lancer dans la publicité. Donc, à la base, tu l'as dit dans ton introduction, Alex, c'est un pubard. C'est d'ailleurs quelque chose qui va souvent lui être reproché par la suite, d'avoir gardé cet esthétisme de publicité. Donc c'est un réalisateur de publicité et un chef opérateur aussi pour les spots, pour la plupart des spots qu'il réalise pour Audi, Jeep, Budweiser, Nike, Reebok, Subaru, etc. Surtout des trucs de bagnole quand même. Il réalise des clips musicaux aussi, notamment pour Morrissey, le chanteur et fondateur des Smiths, avec lequel il doit avoir quelques accointances politiques, je n'en doute pas. et c'est justement en travaillant sur une pub, alors là il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est en travaillant sur une pub qu'il va rencontrer Deborah Johnson en 1996, qui va devenir sa seconde femme en 2004 et avec laquelle il va fonder en 2004 toujours une société de production qui s'appelle Cruel and Unusual Films, donc les films cruels et inhabituels, qui va être rebaptisé en 2019 de Stone Quarry, la carrière de pierre. Je ne sais pas pourquoi. Ça annonce déjà l'avenir, finalement. Une filmographie de mineurs. Et c'est une société qui leur permet de coproduire sans forcément toujours être crédité au générique des films, cette boîte de prod. Et avec cette société, ils vont pouvoir produire tous les films de Snyder, mais pas que, puisqu'ils ont aussi produit la suite de 300, les 2 Wonder Woman ou Aquaman. Donc à nouveau un cinéaste qui travaille avec sa femme productrice, c'est le cas de Nolan, si je ne me trompe pas. Et de Fincher, qui vient lui aussi de la publicité. C'est juste, ouais, exactement. Tout à fait. Et puis donc, il est très rapidement remarqué par ses publicités. Snyder, il gagne plusieurs prix, notamment à Cannes, dans un festival qui récompense les plus belles publicités de l'année. Et il va être engagé en 2003, tout de suite, pour réaliser le remake de Dawn of the Dead, qu'on connaît par chez nous sous le titre de Zombie, le deuxième film de la saga des zombies de George A. Romero, qui était un projet initié, mais on va y revenir, je pense, par Eric Newman à la base. Et comme on va en parler, le film est un succès. En un week-end seulement, il gagne déjà son budget de 26 millions. Et donc, tout de suite, Snyder va être perçu comme un futur grand nom du cinéma de genre et aussi comme étant celui qui a un peu redynamisé le film de zombies en le modernisant parce que tout à coup, on a découvert qu'un zombie, ça pouvait peut-être courir. Ouais. Donc va s'en suivre la carrière fulgurante que tu as un peu évoquée, puisqu'il ne va pas arrêter d'aligner les projets. Si on regarde sa filmo, on voit que pratiquement chaque année, un film de Snyder va sortir dans les années qui suivent. Et puis, c'est à partir, selon moi, de son deuxième film, 300, qu'on va vraiment pouvoir parler d'un style qui s'affirme, où on peut déjà parler d'un auteur.
Donc la question, on y a déjà répondu en fait. Mais qu'est-ce qui fait le style de Snyder auquel on assiste déjà dans 300 ? C'est cette photographie saturée, c'est cet abus de ralenti qui sont censés iconiser les personnages pour les élever au rang de mythe. C'est le pot-pourri aussi de tubes musicaux dont le volume est poussé absolument à coin. Du rock des années 2000. Mais pas que du rock, hein. Il y a aussi du Simon & Garfunkel, il y a aussi du Leonard Cohen, enfin bref, c'est vraiment un pot pourri dont il a un peu le secret, ou je ne sais pas s'il est question de bon goût, mais bref. Mais de la pop culture américaine, quoi. C'est là où aussi c'est un pur américain, Snyder. Ouais, tout à fait. Et puis on trouve aussi le culte de la force, de la virilité, et puis ce qui te plaît particulièrement Thibaut, l'utilisation des BD qui sont adaptés comme des storyboards, où on travaille sur la bande dessinée en une adaptation qui est au 1 état 1. Bref, c'est autant de composantes qui font qu'il est considéré comme un visionnaire par certains, mais aussi comme un gros beauf écervelé, juste bon à servir une esthétique de pubard pour d'autres. Et puis lui-même, c'est un grand amateur de comics. Il devient rapidement, après 300, Monsieur Comic Movie de la deuxième moitié des années 2000. Et puis son stade... Monsieur Warner aussi, bientôt. Monsieur Warner, et puis c'est un peu la coqueluche du Comic-Con, surtout lorsqu'il adapte le comics des comics, Watchmen de Moore et de Gibbons. Et puis après, il y a cette collaboration avec Warner qui va aboutir à Man of Steel, où il va collaborer avec Christopher Nolan, parce que la Warner se réjouissait d'avoir enfin un successeur un peu pour la trilogie de Batman. Ouais. Et puis, après, il y a un peu la dégringolade, c'est-à-dire que le soufflet retombe assez vite, ou alors la supercherie est enfin révélée, diront certains. Quand les retours critiques à Batman vs Superman sont pas très bons, et puis ça pas vraiment, même pas vraiment, et puis tout ça mène à l'accident industriel qui a été Justice League. Mais pour finir, mais en fait, on peut pas vraiment, et c'est je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pas spécialement l'imputer en fait à Snyder, mais disons qu'il a été pris dans cet engrenage de super production à la va-vite. C'est difficile à dire. C'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, effectivement, pour le moment, sa carrière, elle s'est soldée sur cet échec énorme de Justice League. Et là, 2021 est censé être l'année, et d'ailleurs, ça revenir. C'est la renaissance, et c'est intéressant de voir que maintenant il bosse avec Netflix. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il a un peu tourné le dos au grand studio, à la Warner avec laquelle il a l'habitude de collaborer? Mais bon, en même temps, la Warner, il lui file 70 000 patates pour faire des reshoots pour Justice League. Enfin bref, si on essaie de prendre un peu de recul, à mon avis, on peut dire que sa carrière, elle alterne dans des projets qui sont absolument pharaoniques, qui avaient terrifié les plus ambitieux des réalisateurs avant lui. Watchmen était réputé inadaptable. Personne ne voulait le faire. Il m'avait dit, après avoir bossé sur le film, c'est infilmable, donc je ne peux pas bosser là-dessus. Il filme aussi la rencontre entre Batman et Superman, rien que ça. Mais il alterne aussi avec des projets un peu plus personnels, tels que Le Royaume de Gaoul ou bien Sucker Punch, qui sont parfois révélateurs de ses fantasmes les plus déviants, selon moi. Et après la sortie de la fameuse Snyder Cut, il va collaborer avec Netflix. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'il tourne le dos à ses studios, comme je le disais? En fait, dans tous les cas, pour moi, Snyder, c'est un peu un savant mélange entre un cinéma qui se veut cool et puis des délires philosophico-spirituels New Age américains, dans tout ce que ça peut avoir d'hyper superficiel parfois. Et c'est sans doute cette sensibilité-là pour la philosophie, la spiritualité, ou cette prétention spirituelle, que lui appelle un peu parfois de la métaphysique, qui se distingue d'un Michael Bay. C'est-à-dire que pour moi, c'est un réalisateur, Snyder, qui est un peu à cheval entre une sensibilité américaine, pour le cool assumé, le fun, les gros muscles, la musique à donc point. à la Michael Bay. Donc à la Michael Bay. Et puis une sensibilité parfois un peu plus européenne quand même, avec ses aspirations pour la dimension mythologique, voire mythique de ces personnages, le goût des épopées classiques et les symboles millénaires, on va y revenir. De là à dire qu'il est à la hauteur de ses ambitions et de ses aspirations, je sais pas, je pense qu'on va en discuter maintenant. Merci. Voilà, c'était super. Oui, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode. Voilà, comme ça, tout est dit sur Snyder. C'est très bien, je crois pas qu'il y a besoin de plus j'en garde sous le coude. Merci Thomas Gerber. Thibaut, puisque tu prends la parole, ton rapport avec Snyder? Écoute, je crois qu'il est déjà un petit peu dévoilé. Non, moi Snyder, c'est un réalisateur que je crois que j'ai découvert avec Watchmen. Je me souviens avoir essayé d'aller voir 300 au cinéma avec mes parents, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je n'avais pas encore l'âge, et donc les gens de chez Pathé ne m'ont pas laissé voir ça. Après coup, je suis conscient j'ai un peu l'impression d'avoir loupé une balle, quoi, comme on dit. Et par frustration, t'as nourri une forme de ressentiment à l'égard de Zack Snyder depuis. Mais donc j'ai fini par le découvrir avec Watchmen, qui
qui m'a fait une bonne impression au premier aperçu parce que je n'avais pas encore lu la BD et j'étais assez peu familier des comics à l'époque. Et voilà, c'est un film que j'ai revu à la baisse au fil du temps. On y reviendra. Et voilà, c'est un cinéaste chez qui je trouve des qualités thématiques notamment. Je pense que voilà, il y a des ambitions que je trouve intéressantes chez lui. Maintenant, son style m'a assez vite gonflé. Moi, l'esthétique de pub Chanel au ralenti avec une photo terno possible, monochrome. C'est plutôt Budweiser et Audi. Hein. Oui. Chanel, mais... Ah non, 300 pour moi, on est vraiment dans de la pub Chanel. De la pub Chanel avec ses corps suintants. Bref, on y reviendra. Et bref, voilà. Et étant donné qu'il s'attaque à un matériau que j'affectionne particulièrement, comme tu l'as dit, qui sont les histoires de super-héros et les comics, voilà, je pense que les problèmes que j'ai avec lui sont exacerbés sur ces œuvres-là. Ouais. Et donc voilà, c'est un cinéaste qui m'intéresse quand même dans ses projets, mais qui me convainc assez rarement dans l'exécution. Donc effectivement, ce que tu es en train de dire montre que Zack Snyder peut déplaire totalement parce qu'il a réellement ce style hyper affirmé, hyper assumé, qui du coup plaît beaucoup à certains, mais déplaît à d'autres. En revanche, on peut pas dire que c'est un tâcheron ou en tout cas un réalisateur inintéressant. Non, en tout cas, il a un style, il a une patte reconnaissable, ça c'est clair. Effectivement, comme tu l'as dit Thomas, c'est un auteur. La question, elle est vite répondue. Ça c'est évident. Maintenant, merci, bisous. Quel auteur ? Florian, ton rapport avec Zack Snyder ? Alors Zack Snyder, c'est, je crois, le dernier lien que j'ai avec mon adolescence. Pour moi, c'est un réalisateur plaisir coupable, c'est-à-dire que... d'une, parce qu'il adapte des comics que moi j'avais lus étant ado et qu'évidemment j'étais tout foufou de voir ça sur grand écran. Ouais. Et aussi parce qu'il fait du cinéma quand même assez bête et que du coup quand j'étais adolescent j'étais pas super intelligent, donc voilà, je m'y retrouve à ce moment-là. D'accord, des films pour adolescents alors. Non, pas forcément pour adolescents, mais assez bête. En tout cas, qui se veulent plus intelligents qu'ils ne le sont, et qui font beaucoup de promesses pour finalement délivrer pas grand-chose. Ouais. Pour moi, Zack Snyder, c'est aussi quelqu'un qui est très fort dans le visuel. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je retiens principalement de lui, et c'est ce qui me plaît le plus chez lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sucker Punch et que je vous en parlerai. Hein. Et c'est souvent ce qui m'a fait revenir vers ses films, même si je l'ai plus ou moins suivi lors de sa filmographie. Souvent, j'y revenais quand il y avait un projet intéressant. Le dernier en date, c'était le Batman vs Superman, parce qu'il y avait une pseudo-promesse de... On va peut-être adapter le Dark Knight Returns de Frank Miller, puis en fait, voilà. Peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être, en effet. Et, mais voilà, en dehors de ça, c'est quelqu'un que je trouve aujourd'hui dans le cinéma américain, je dirais pas d'important, mais de peut-être nécessaire, puisque dans les films de super-héros, pour moi, Marvel n'a aucune identité de réalisateur ou d'auteur. Et je trouve que c'est bien que de l'autre côté, ils aient eu Nolan et Snyder qui... dans leurs films de super-héros, ont une vraie identité. Et du coup, je trouve que Snyder s'inscrit bien là-dedans. Après, comme Thomas disait, on va voir ce qui va se passer après. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il a fait des bons films de super-héros, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il a fait des films de super-héros, et au moins, on voit qu'il tente à faire il tente des choses que... Il a fait des films, déjà, ce qui est pas mal. Mais voilà. Ce que tous les réalisateurs de Marvel ne peuvent pas dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a encore une petite place dans mon cœur, en dehors du fait qu'il me fait revenir à un stade... pré-adulte. Donc on sent effectivement ton rapport un peu mitigé et ambigu au cinéaste, quoi. On va voir en fonction des films. C'est-à-dire que j'ai le côté adolescent qui me trouve super cool, it's so fun, you know man. Et le côté give me a beam, man. Voilà. Et le côté cinéphile qui est là, oui bon voilà, mais bon, hein, t'as quand même beaucoup de thunes, arrête de faire de la merde. Très rapidement, Thomas, puisque bon, la même chose que Florian en fait. Moi, je l'ai découvert avec Dawn of the Dead, qui tombait à pic parce que ça faisait quelques années que j'avais développé une passion pour les films de zombies, et tout à coup, Dawn of the Dead arrivait. Je me disais trop bien. Donc j'étais aussi super jeune à l'époque, hein. Et j'avais apprécié. J'ai aussi apprécié 300, que je suis allé voir 2 fois au Feu Cinéma Atlantique de Lausanne. Toi. J'avais l'âge, moi, tu vois. L'âge d'apprécier, de comprendre aussi, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. Non. Mais j'avais apprécié 300, Watchmen, la même chose, j'ai trouvé ça pas mal, un peu comme toi Thibaut aussi, pour avoir découvert la BD plus tard. Voilà, on se rend compte d'une sorte de décalage, mais est-ce que c'est imputable au film ou pas, ça, j'en sais rien. Et puis, visuel, en fait, vraiment, j'abonde pour tout ce qu'a dit Florian. Je trouve que si on compare un peu ce que fait Marvel et ce que fait DC et la Warner,
Snyder, c'est quelqu'un qui a une patte, c'est quelqu'un qui a un style visuel qui parfois m'exaspère vraiment parce que c'est ralentis qui n'ont aucun sens, qui sont simplement là pour essayer de créer un peu d'iconisation facile. Je trouve que ça devient insupportable très rapidement. Mais au moins, on le reconnaît, c'est un cinéaste visuel qui a tendance à se perdre un peu dans des grandes prétentions spirituelles et métaphysiques. Voilà, après, plus le temps est passé, plus je me suis détaché aussi de lui. C'est-à-dire que moi, vraiment jusqu'à Man of Steel, j'ai beaucoup aimé. Et puis après coup, là maintenant, je suis assez indifférent à ce qu'est Snyder aujourd'hui. Même s'il démontre bien la politique de Warner d'avoir envie de confier leurs films à des gens qui ont une patte, qui ont une approche personnelle. Et puis encore une fois, est-ce qu'on peut lui imputer Batman v Superman et Justice League à lui ? Est-ce qu'on peut dire que vraiment Batman vs Superman, je crois qu'il en est assez fier, mais ouais. Ouais, mais voilà, Sucker Punch, on peut le lui imputer. Et c'est déjà largement suffisant, moi, pour passer au pilori. Très bien, non, mais pour rajouter un peu ma petite et touche toi, Alex, comment as-tu découvert ce bon monsieur ? Non, mais je vous en parlerai un peu plus sur 300 parce que c'est moi qui vais vous parler du film et puis que c'est vraiment le film où j'ai découvert Zack Snyder, donc en salle, moi, monsieur, puisque en France, nous n'avions pas les mêmes limites d'âge. Comment as-tu fait ? Mais c'est ça, en France, nous n'avions pas les mêmes limites d'âge. Mais donc, moi, ce qui me marque vraiment, ce qui m'a marqué avec Zack Snyder, déjà, c'était un nom, typiquement, on parlait avec les dernières émissions cinéastes qu'on avait faites, et notamment avec Fincher ou avec Nolan, on disait que c'était des cinéastes, on connaissait leur nom, quoi, des cinéastes qui émergeaient, on va dire, dans les années 2000 plutôt, qui avaient vraiment un nom qui était, connu du grand public. Et Zack Snyder, je pense pareil, parce que moi, je me souviens dès 300 que je savais qui était Zack Snyder, qu'on me disait que 300 était l'œuvre d'un mec qu'on allait devoir suivre. Après, j'avais pas spécialement suivi sa carrière jusque justement au super-héros, mais après, je pense que j'ai une certaine affection, moi, pour ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, et puis ce côté vraiment d'adaptation de comics, de super-héros et de volonté de proposer justement cet univers aussi singulier. Donc moi, il m'a marqué un peu comme ça. Après, ça reste pas l'un de mes cinéastes de chevet, bien entendu, mais quelqu'un dont j'ai envie de suivre, en fait, avec grand intérêt, la suite du travail. En fait, c'est quelqu'un que moi j'apprécie, juste encore ça, que j'apprécie pour la radicalité de son approche visuelle. Aussi, ouais. Son gros problème, c'est peut-être qu'il comprend pas les comics qu'il adapte dans toute leur profondeur. Ah non, ok, d'accord. Et c'est peut-être là, voilà, son talon d'Achille. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, on lance sans plus attendre cette émission, après cette longue introduction, donc pour poser vraiment les bases de qui est exactement très nécessaire. Pour j'ai fait court, j'aurais pu encore non, mais c'est parler magnifique. de ses livres préférés, mais on va y venir. Effectivement, la spiritualité, voilà. on va y venir avec effectivement les dimensions christiques quand même invité du rapport. Tu le croyais. Je savais qu'il allait de Goéland, philosophe. Et de Nietzsche, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, commençons par le début. Le commencement, n'est-ce pas ? Par le commencement. Voilà, on va s'attaquer donc à ces 8 films, aux 8 films de Snyder. On arrive à son tout premier film, sorti en 2004. C'est un remake de Zombie de George Romero, produit par Universal pour $26 millions. Je parle de Dawn of the Dead.